l'intelligence artificielle va permettre d'ajouter 10% au PIB mondial d'ici 2040. Ça, c'est au niveau mondial. Maintenant, ça descend de l'Afrique. L'Afrique, modestement, c'est modestement 6 milliards. En 2030, ça pourra être 16 milliards. L'implication, c'est quoi? C'est que l'Afrique, avec 30% de taux de croissance annuelle, est le continent qui a la plus grande progression en matière de chiffre d'affaires et d'intelligence artificielle. Deuxième enseignement, c'est qu'actuellement, l'Afrique, c'est seulement 1,9% de ce chiffre d'affaires. C'est modeste. C'est modeste, c'est vrai, avec ce taux de croissance annuelle de 30%, ça passe que l'Afrique, ce soit 2,3% du chiffre d'affaires mondial de l'intelligence artificielle en 2030. Ok. Et donc, l'aspect dynamique, la vision, la perspective dynamique. La perspective dynamique concerne les chiffres, mais ça concerne également l'innovation. L'innovation alimente le chiffre d'affaires alimente également l'innovation. Vous êtes au courant qu'à chaque année, il y a différentes versions de chaque outil qui rivalisent donc de puissance et de fonctionnalité. Il y a également des nouveaux modèles, des nouveaux algorithmes qui sont créés. On parle par exemple des réseaux neuronaux liquides, etc. Il y a ce qu'on appelle l'IA agentique. L'IA agentique, c'est quoi? C'est que vous avez par exemple un directeur marketing qui fixe un objectif de chiffre d'affaires de marché. Et ce directeur marketing, il va utiliser une IA qu'on appelle l'IA shot of test, qui va communiquer avec d'autres IA. Une IA pour collecter des informations, les données sur le marché, une IA pour analyser ces données, une IA pour créer une proposition de valeur ciblée. Procéder à un targeting de la clientèle, etc. Une IA pour un plan de communication, etc. Ces IA vont communiquer entre elles et avec ça, donc, le directeur marketing pourra facilement atteindre ses objectifs. C'est pour ça qu'il y a un ouvrage qui a été produit aussi, c'est mon prochain directeur marketing sera un algorithme. Juste pour dire que l'innovation alimente le chiffre d'affaires et business. Ensuite, en 2026, il y a également d'autres priorités. Okay. Je vais vous inviter à suivre cette petite vidéo de 30 secondes. Ça va être 1999. Mais il y a 3 ans, c'était pas le cas. L'année dernière, il y a ce Voice, donc Ibrahim Traoré du Burkina Faso, où ça s'adressait au Congolais, etc. Et on s'était rendu compte que c'était un fait. Il y a 2 semaines, il y a des lycéens en France là, qui ont publié une fausse vidéo de leurs enseignants en train d'embrasser les élèves, etc. Donc face à ces dérives, il faut vraiment faire quelque chose. Mais forcément pas qui est responsable, mais lui est responsable. C'est quand vous allez rencontrer que c'est dégueuleux et extrêmement vaste. Il faut le comprendre, bien qu'on parle de respect d'éthique de la vie privée et surtout des réalités socio-culturelles, il faut spécifier certaines choses. D'abord, 61%, selon une étude faite par globalement par McKinsey, 61% des organismes, des organisations ont déjà subi au moins une attaque par IA. Une autre statistique, le nombre de deepfakes en ligne a explosé, a été multiplié par 16 entre 2023 et 2025 dans le monde. On était à 500 000 à peu près en 2023, en 2025, 8 millions de deepfakes en ligne. Ce qui signifie que chaque jour, il y a entre, on va dire, à peu près 22 000, à peu près, grosso modo. Vous êtes exposé à 22 000 nouveaux deepfakes chaque jour, etc. Non, c'est dans plusieurs langues, etc. Troisième statistique, seulement 24% des entreprises ont des mécanismes d'audit des algorithmes. On a parlé tout à l'heure de l'opacité, etc. C'est quelque chose qu'il faut adresser. Mais une entreprise sur 4 seulement adresse ce problème. Moins de 5%, on a parlé des données tout à l'heure, moins de 5% des données utilisées pour entraîner les algorithmes proviennent de l'Afrique. Ça peut être des données en langue vernaculaire, ça peut même être des données sur les sols. Si vous demandez par exemple à vous essayez d'utiliser l'IA pour comprendre en fait pourquoi est-ce que le rendement du sol a. Donc ici de suite, vous avez une formule mnémonique qui permet en fait de voir en fait qu'est-ce qu'on retrouve dans cet élément nébuleux qu'on appelle IA responsable. C'est éthique, sécurité, protection, éthique, intégrité, transparence, responsabilité, inclusion, accessibilité et conformité.
Évidemment, ça peut être plus vache que ça, mais là, vous avez déjà une base. Face à une telle complexité, évidemment, on a besoin de piliers. Il ne faut pas utiliser une seule solution, il faut un ensemble de solutions. Et j'ai donc identifié 4 piliers là, vous allez comprendre pourquoi ce sont ces 4 piliers. Le premier, c'est le bouclier. Donc, il y a cette citation donc, du DG de Google, sans révélation, il y a plus de menaces plutôt qu'un outil d'innovation. Il a parlé de menaces. Et là, c'est très important. Pourquoi? Parce que malgré toutes les limites, tous les avantages, tous les bienfaits, il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même des limites et des risques. On peut répartir en 3 catégories. La qualité, la fiabilité, le résultat, les problèmes d'ordre éthique, l'impact social et organisationnel. Prenons le premier par exemple. Qualité et fiabilité. On dit qu'avant d'utiliser l'IA, il faut avoir une base de connaissances et de savoir. Sinon, l'IA va produire des résultats qui n'auront aucun sens. Il faut aller les recopier, complètement, ça s'est vu dans le domaine universitaire, etc. Donc il y a le problème de la qualité et de fiabilité, le problème des biais de données, des biais algorithmiques, des hallucinations qu'on appelle. Je crois que ça vous est déjà arrivé de demander par exemple à une niveau présenter par exemple un conférencier en train de faire une présentation et puis le reste se trouve au niveau du nez, tout simplement parce qu'il y a c'est peut-être au niveau de quelques paramètres, etc. Donc ça c'est vraiment un exemple d'hallucination de recourir. Donc il y a plein de limites comme ça, juste pour dire qu'il y a des bases infaillibles. Deuxième catégorie donc, ok, ce 1, c'est bon. Oui, ok, ok, maintenant juste 3 chiffres pour illustrer. Ok. Une étude de McKinsey toujours a démontré que 63% des IA ont signalé donc des problèmes de débit lorsqu'il fallait comparer les candidatures masculines aux candidatures féminines. 63% des entreprises. C'est quoi? C'est que lorsqu'on dit par exemple qu'on veut recruter un candidat, un poste bien précis, etc., dans 63% des cas, une candidature féminine est pénalisée par une candidature masculine en raison donc des données qui existent au niveau même des données qui ont été utilisées pour faire tourner, pour alimenter les algorithmes. Donc ça, c'est un premier chiffre. Deuxième chiffre, lorsqu'il faut procéder à un diagnostic médical, le taux d'erreur généralement n'est que de 7% lorsqu'on s'adresse aux populations caucasiennes, blancs, etc. Mais le taux d'erreur est autour de 27% lorsqu'il faut s'adresser aux populations africaines. Une fois de plus, pourquoi? Parce qu'elle est au niveau des populations qui ont été utilisées. L'île Maurice, le Rwanda, ça ne se compte pas, le Sénégal, mais même le Bénin, qui a une stratégie nationale d'intelligence artificielle de 2002, des choses comme ça. C'est les seuls 4 pays africains qui disposaient d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle formalisée et publiée. Le Rwanda avait très peu de verres foncés. Avec d'autres niveaux, documents sommaires en cours d'élaboration, etc. Maintenant, à fin 2025, quelle est la situation? Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de verre. Selon les sources, il y a à peu près 16 pays qui disposent déjà d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle. Et tout à l'heure, le ministre a dit que le Cameroun dispose déjà d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle clairement formalisée. On fait partie donc, de ces 16 pays. Et c'est à travers la mise en œuvre, la conception, la mise en œuvre, l'existence d'une stratégie nationale d'intelligence artificielle qu'on est mieux armé pour adresser le problème de la responsable. Donc ça, c'est la première manière d'apprécier le rôle de l'État, le rôle effectif. Deuxième manière, c'est de procéder à un ranking des pays selon ce qu'on appelle le niveau de maturité en intelligence artificielle. C'est-à-dire, les Anglais parleront donc, les anglo-saxons parleront par exemple de readiness, etc. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tout en place pour profiter, exploiter tout ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter? Et donc les 54 pays sont divisés en 4 catégories. En vert, vous avez donc les pays pionniers. En bleu, les followers. Ensuite, les retardataires, les non-partants. Et le Cameroun est dans la deuxième catégorie. Le Cameroun est en 16e position avec un indice synthétique de 38%. Pourquoi un indice synthétique? Parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui publient, qui produisent un travail comme celui-là. Il y a par exemple l'université d'Oxford, il y a par exemple Talis en Afrique, etc. Et donc l'indice synthétique va essayer de prendre en fait une sorte de moyenne pondérée de ces différents indices. Ça aboutit donc à ce genre de schéma. Ok, ensuite. Ça donc c'était le premier pilier, le bouclier. Bouclier parce que l'État peut d'abord se protéger sans pénaliser.
vitesse de traitement et donc la connexion Internet. Prenons le premier défi, c'est le défi des données locales. Okay. Les pays africains ont besoin de données locales. Voilà. Mais il faut avoir peur d'en produire. Parce qu'on se dit souvent d'en produire et d'en utiliser. Parce qu'on dit souvent que, ok, les données, lorsqu'on les utilise, c'est un peu comme la matière première. Ça va venir, etc. Mais ce qui est bien dans l'intelligence artificielle, c'est que les données sont des données non réversibles, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées plusieurs fois. Ça va même très loin, il y a même ce problème des données synthétiques qui peuvent, on peut dire, ce qu'on appelle l'effondrement des modèles, etc. Ce qu'on appelle dans tous les sens, etc. Mais il y a ce problème de données locales. L'Afrique, c'est à peu près, on va dire presque 20% de la population mondiale. Mais lorsqu'on regarde le nombre de personnes connectées, l'Afrique, c'est à peu près, on va dire, presque 15% de la population connectée. Donc, la deuxième carte du monde est décorée parce que c'est lié évidemment à la population connectée des États-Unis. Mais si ça, c'est pas parlant, ce qui suivait beaucoup plus. Voici donc, voilà, trois graphiques. Donc, l'Afrique, c'est 20% de la population mondiale, 14% des internautes en vert, voilà, c'est encore plus petit. Mais vous voyez un peu, moins de 1%. Les données de contenu web, il n'est pas arrivé à ce niveau. Mais si on est dans un pays où il y a moins de 10 data centers, on regarde toutes les données qu'on doit stocker, traiter, etc. Au-delà du nom même de data center, il y a le problème de qualité. Il y a un classement qui se base sur la résilience et la fiabilité des data centers, tier 1 et tier 4, etc. Il y a très peu de data centers de tier 4. Il y a vraiment peu de data centers. On a la chance d'avoir une entreprise comme SFDigital, etc., qui fait de beaucoup de choses dans ce domaine. Et au-delà du Cameroun, ils ont installé des data centers jusqu'au Togo, etc. Mais je crois que ce sont des initiatives qu'il faudra vraiment décider pour que la problématique des data centers et donc de la gouvernance numérique soit bien correctement adressée. 4, ouais, on peut passer en même temps. Ici, vous avez l'importance de la souveraineté numérique. Donc, en consultant donc, les stratégies nationales d'intelligence artificielle des différents pays, les États-Unis, la France, etc., les États-Unis, etc., un petit pays de moins de 2 millions d'habitants, etc., mais qui est le 17e mondial en termes de maturité d'intelligence artificielle. Donc, ils ont compris en fait l'importance de la phénomène de celui-là, etc. Et dans tous ces pays, effectivement, dans tous ces pays, il est inscrit clairement dans la stratégie nationale d'intelligence artificielle l'importance de la souveraineté numérique. Ok. Maintenant, le troisième point, c'est celui de la connexion Internet. On a vraiment besoin d'un Internet extrêmement rapide, d'abord pour certains chatbots, mais également pour faire tourner rapidement certains algorithmes. D'après donc un rapport qui a été publié par Ericsson, par GSM Intelligence, etc. Donc, l'Afrique, c'est seulement 1% de pénétration à 5G, de nouvelles connexions, etc. 1% seulement. En Amérique latine, on est à 3%. Mais en Europe, on est à 31%. La Chine, les États-Unis dépassent les 40%. Okay. On a la chance, évidemment, il y a le potentiel. Donc d'ici fin 2026, le réponse sera 3%. Mais on est quand même très très loin des autres. Ok. Donc nous allons déjà aborder deux piliers. Le premier, c'est le bouclier. Le deuxième, c'est le carburant, faire vraiment de l'intelligence. Et le troisième, c'est l'impact. Comment est-ce que c'est utilisé? Et là, Elon Musk nous rappelle que l'IA, c'est un outil puissant, c'est vrai. Mais, selon la manière dont vous allez l'utiliser, ça sera la catastrophe, ça sera grandi le nirvana. Ok. Pourquoi on le dit? C'est quelles sont comme ça dans l'Afrique? C'est que l'IA, c'est essentiellement utilisé pour la consommation. Le grand public utilise l'IA, pourquoi? Réseaux sociaux, divertissants, des choses comme ça. Alors qu'on l'a rappelé à plusieurs reprises, l'IA, ça va être un outil de transformation, de production.